Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce lundi 12 juin. Oui, il est temps de se retrousser les manches pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début de semaine. C'est la 24e semaine de l'année que nous entamons ensemble autour de la table du petit déjeuner ou en tout cas de ce début de journée et nous en sommes ravis. C'est une nouvelle semaine qui commence sous un ciel légèrement voilé. On va voir ça dans un instant avec la météo, mais aussi les pieds dans l'eau. Vous faisiez peut-être partie des très nombreux spectateurs qui ont encouragé les coureurs des 35e foulées du Gois samedi. Vous étiez peut-être vous-même dans le peloton des quelques 2000 sportifs comme nos journalistes sportifs de TV Vendée. Nous allons en parler dans quelques instants. Dans le journal, nous suivrons notamment le Vigimère. C'est lui qui scrute la marée montante et qui donne le départ de la course des As. Toujours en sport. Il n'y a pas eu que de la course ce week-end. Il y a eu du cyclisme aussi, du basket. Et on va y revenir avec Alexandre Lenaour, justement, dans son journal des sports d'ici un petit quart d'heure. Et d'ici là, on va voir les images de la toute première édition, justement, de la route vendéenne dans le journal. Une première édition remportée par les Bretons de l'équipe Fibolia Goa. Sur le littoral, aujourd'hui nous évoquons la reprise de service de la navette La Littorale, justement, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Barre-de-Mont. La liaison qui évite de prendre la voiture pour aller se promener, étant cette année un petit peu étendue sur le calendrier, et ce pour coller aux nouvelles habitudes des vacanciers. Nous retrouverons, vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr également les offres d'emploi de la semaine avec la météo de l'emploi qui fait son retour. Et puis il y a du chocolat à gagner avec notre jeu cette semaine. Rendez-vous donc dans 20 minutes pour découvrir la question et le partenaire. Mais un petit mot de météo donc pour entamer ce lundi. C'est un ciel voilé pour commencer la semaine. Des nuages un petit peu partout en Vendée, plus ou moins denses en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il va y avoir des nuages plus épais du côté des Herbiers, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de la Châtaigneraie par exemple. Peu de vent, ça va être commun à tout le monde et des températures comprises entre 18 et 20 degrés avant midi. Cet après-midi, le mercure grimpe, vous voyez, 24, 27. Il va grimper d'ailleurs plus à l'est qu'à l'ouest, puisque nous aurons donc entre 26 et 28 degrés à l'est d'une verticale que vous pouvez tracer entre Chaland et Luçon. Plus chaud, mais également plus de risque de quelques averses, quelques gouttes d'eau dans l'après-midi. Sur l'ouest, 24-26 degrés et un ciel a priori sec. Les marées. Côté marée, il y a déjà un cycle entier derrière nous depuis midi. La mer va maintenant monter tout au long de la matinée pour atteindre à 13h30 sa deuxième marée haute de la journée. La basse mer, elle, est prévue en début de soirée à quasiment 19h. On termine ces informations pratiques avec la carte des marchés et nos 4 rendez-vous du lundi, que ce soit à Noirmoutier, au Sables-d'Olonne, à Jars-sur-Mer ou encore à Benay. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller à la rencontre des producteurs locaux. C'est la Saint-Guy aujourd'hui avec un dicton pour le 12 juin, évidemment. Pluie de Saint-Guy, c'est tout l'an qui rit. Du côté du soleil, nous avons un soleil qui s'est justement levé à 6h11 aujourd'hui en Vendée et qui se couchera ce soir à 21h59. C'est vraiment pour pas dire 22h. On passe au journal. Après un mois de mars très pluvieux qui a permis de recharger les différentes retenues d'eau, les averses se sont faites rares ces dernières semaines en Vendée. Une faible pluviométrie qui conduit aujourd'hui la préfecture à prendre de nouvelles mesures pour limiter l'usage de l'eau. Des mesures différentes selon les bassins. Cela va de la simple sensibilisation des usagers pour les secteurs de l'Autise et de la rivière Vendée au placement en niveau crise pour le secteur du Marais breton. Le Marais breton où il est désormais totalement interdit d'arroser les cultures ou encore les golfs. Nous y reviendrons dans le journal de midi et demi. C'est une course unique en son genre, une course qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Les 35e foulées du Gois ont été organisées samedi sur le passage du même nom. Plusieurs centaines de coureurs qui se sont mesurés à la marée descendante puis remontante sur cette langue de pavé entre le continent et l'île de Noirmoutier. Une course organisée par l'association des Amis du Gois, un événement qui mobilise 250 bénévoles dont certains aux tâches un peu particulières. Agathe Poulet. Les 250 casquettes rouges sont à leur poste pour veiller au bon déroulement des courses. Avec une dizaine de bénévoles, Marie-Angèle est en charge des cordes pour assurer la sécurité des coureurs et du public. Cette année, plus de 50 mètres de cordes sont utilisés. Oui, il y en a plusieurs mètres. Là, on est en train de rallonger, mais on rallonge cette année parce qu'il y a beaucoup de monde. On gère la foule pour éviter qu'elle
c'est qu'elles viennent sur la route, qu'elles laissent ce passage pour que les coureurs soient protégés quand ils arrivent, quand ils passent ou quand ils partent. Pour veiller au bon déroulement de la fameuse course contre la mer, un gros dispositif de sécurité d'une 60aine de personnes est mis en place, avec notamment des locaux. On a 2 bateaux des SNSM de Fromentin et d'Hervaudière et on a également 8 plates ostréicoles qui sont patronnées par des ostréiculteurs qui connaissent bien le site et donc qui sont là pour suivre les courses dans l'eau à marée montante et descendante. L'heure du départ approche, mais ne peut se faire sans l'aide précieuse de Jérôme et Michael. Leur mission, mesurer la montée de l'eau pour annoncer le top départ. C'est très simple, c'est un simple chronomètre, beaucoup de rigueur, un point donné, on ne bougera plus du point et on observera la montée de l'eau. Là, il faut commencer à chronométrer, donc là, je vais allumer. Il est primordial d'observer l'environnement puisque beaucoup d'éléments sont à prendre en compte pour s'assurer l'heure de départ de la course. Il faut gérer la progression de l'eau, la houle, gérer le courant, parce que les athlètes vont être déviés. Il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'eau, mais il ne faut pas beaucoup d'eau pour être déporté par l'eau. On va arriver bientôt, donc tu vois, il est 31, on va pas être trop, on va être dans les délais, on va attendre encore un peu. On prévient Loïc quand même, on va demander. À 35, on va le prévenir. À 35. Loïc, est-ce que tu as réuni tous tes athlètes ou pas? Encore plus surprenant, le duo regarde avant le début de la course les articulations des athlètes pour déterminer la hauteur de l'eau. Pour ne favoriser ou défavoriser personne, on est obligé, je suis obligé de réfléchir à la hauteur d'eau par rapport au niveau des genoux, puisque on ne doit pas dépasser au maximum pour la compétition les genoux. C'est parti pour les hommes! C'est pour les hommes! Toutes les conditions sont enfin réunies pour lancer officiellement la 35e course des As dans ce lieu unique et emblématique. Alors justement, voilà pour les coulisses de cette course des As. Maintenant, pour l'aspect sportif, avant elle, il y a eu plusieurs courses qui ont été données. La première étant celle des enfants à partir de 7 ans. Puis au final, le départ le plus attendu, cette fameuse course des As. C'est le dernier peloton, celui qui s'élance alors que la mer a déjà commencé à recouvrir le Gois. C'est ce que nous avons vu dans le reportage. 35 athlètes internationaux ont pris le départ donc, de cette véritable course contre la montre pour avaler les 4 km entre l'île et le continent. Chez les femmes, c'est l'Ukrainienne Tetiana Vernigod qui est arrivée première. Et chez les hommes, comme en 2019, comme en 2022, c'est Jonathan Billot qui monte sur la plus haute marche du podium. Ça s'est joué un petit peu de la même façon que l'an passé. La stratégie, c'était de ne pas partir trop vite. L'année dernière, ça m'a réussi. Cette année, j'ai décidé de faire la même. On sait que sur ce genre de course, quand on commence à être dans le rouge dès le début, c'est compliqué à gérer. Surtout que cette année, on a eu quand même pas mal d'eau. Donc le but, c'était de ne pas monter cardiaquement et de continuer à adopter une foulée assez ample jusqu'à la sortie de l'eau. C'est une course qui fait 4 km. On a l'impression d'avoir fait un semi quand on arrive, mais il y a quand même beaucoup de gestion dans ce genre de course. Dans le reste de l'actualité à présent, cette démonstration des secours de Vendée, c'était vendredi dans la matinée, démonstration concernant les feux de forêt. Nous l'avons dit, nous entrons dans une période sèche et la vigilance concernant ces départs de feu est accrue entre le 1er juin et le 30 septembre. Au niveau local, de plus en plus de pompiers se forment à l'extinction des feux de forêt. Et en Vendée, ils ont également acheté un drone pour détecter au plus vite les départs. Les explications de Colline Davy avec le chef des pompiers de Vendée, à savoir le contrôleur général Mathieu Mérès. La période de risque de feu de forêt a débuté ici comme partout en France. Et si la Vendée est le deuxième département le moins boisé de France, ce n'est pas sans risque malgré tout. Alors première question toute simple, quels moyens est-ce qu'on met en place pour éviter tout ça ? Alors des moyens matériels, des moyens humains pour faire face à tout départ de feux de végétation qui peuvent certes arriver toute l'année mais qui exposent forcément beaucoup plus le département et les sapeurs-pompiers en période estivale. Comment est-ce qu'on chiffre ces moyens ? Il y a des camions supplémentaires, il y a des hommes supplémentaires ? Oui, alors pour la saison 2023, fort de notre expérience de 2022 et aussi en fonction des objectifs que le service départemental se fixe lui-même, nous lançons dans l'acquisition de moyens supplémentaires. C'est 10 camions feux de forêt supplémentaires qui seront acquis dans les toutes prochaines années par le SDIS et qui renforceront la flotte déjà existante. Mais l'effort, il est également un effort de formation. Aujourd'hui, sur les 3000 sapeurs-pompiers que compte le corps départemental, un peu plus de 350 sont formés. Nous avons pour ambition d'arriver dans les 5 ans à venir à
à 1000 sapeurs-pompiers formés, c'est-à-dire 30% de la population sapeurs-pompiers formée à la lutte contre les feux de végétaux. C'est aussi des exercices au quotidien pour cette formation ? Oui, c'est une formation initiale qui doivent s'entretenir dans les compétences et régulièrement, notamment en période estivale, les centres de secours qui sont dotés de ces camions citernes feux de forêt s'entraînent régulièrement, révisent les manœuvres comme celles qui vous ont été montrées pour être en toute situation dans le département ou à l'occasion de renforts extra-départemental apporter leur aide. Et on le rappelle, en 2022, il y avait eu des gros incendies en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu sur le camping notamment qui a dû être évacué ? Alors des gros incendies, je modérerai un petit peu, les incendies n'étaient pas très marquants mais très spécifiques. On a eu un feu un peu particulier sur l'île Dieu qui ont conduit à un pont logistique important pour emmener du matériel et du personnel pour pouvoir lutter contre le feu de végétation, au-delà des moyens dont dispose déjà l'île. Et puis l'intervention au mois d'août au Sable d'Olonne en pleine nuit qui a conduit à l'évacuation de 1000 occupants d'un camping. Et là, effectivement, une particularité qui fait qu'au-delà de la lutte contre les flammes, les sapeurs-pompiers doivent porter une attention particulière au déplacement de population, ce qui n'est pas sans effort. Et on le rappelle, l'année dernière, c'est 2000 hectares de forêt qui ont brûlé dans tous les pays de la Loire. L'objectif, évidemment, c'est de faire moins cette année. Et en parallèle, quelques images aussi de la journée du risque inondation, des ateliers pédagogiques coordonnés par la préfecture de Vendée. Après Fontenay-le-Comte, il y a une semaine, c'était ce samedi au parc des expositions de La Roche-sur-Yon. Une approche ludique pour sensibiliser les Vendéens aux risques qui existent dans le département. Animation immersive, conférences ou encore jeux étaient au programme. Je vous propose à présent de prendre la direction d'Océan Marais de Mont. La navette La Littorale reprend du service à partir du 17 juin, c'est ce samedi. Une liaison quotidienne de 8h à 23h pour les déplacements entre la Barre de Mont, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 50 centimes le trajet pour ne plus utiliser sa voiture lors des déplacements, notamment de loisirs. Il y aura un mois supplémentaire, 15 jours en juin, puis 15 jours en septembre. Et comme nous essayons vraiment de travailler ce que l'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire de faire en sorte que nos touristes ne viennent pas uniquement sur juillet et août, mais avant, ça leur permettra également d'avoir cette solution de déplacement. Et c'était quelque chose qui était vraiment demandé par les professionnels du tourisme dans l'hôtellerie de plein air. Autre liaison en car pour l'école cette fois-ci, des nouvelles des enfants de la Rabatelière. Si vous vous en souvenez, nous vous parlions de ces familles cet hiver qui s'organisaient entre elles en covoiturage pour aller déposer leurs enfants dans l'école publique la plus proche de chez eux, à savoir à Chavagne-en-Paillé, faute de liaison en car. Eh bien, la situation va changer à la rentrée. Après 5 ans d'attente, des fermetures de lignes sur d'autres circuits permettent d'affecter un conducteur sur ce trajet. Il a bien été précisé dans le courrier de la région que si cet arrêt voyait le jour, c'était bien parce qu'il y avait 2 arrêts qui s'éteignaient sur le circuit et que ça permettait du coup d'inclure cet arrêt-là, ce qui a priori n'était pas possible auparavant parce que manque de temps en fait sur le circuit. Maintenant, je pense aussi que la pétition, que la médiatisation de l'action qui a été mise en place avec les minibus ont aussi leur importance. Peut-être aussi les différents courriers au niveau des élus qui a pu permettre de trouver une solution ici, quoi. Et justement, les inscriptions allez hop pour les cars l'année prochaine commencent aujourd'hui. Elles sont possibles jusqu'au 18 juillet. Du sport à présent avec des images de basket pour commencer. Hier a eu lieu la finale du tournoi, la Micaline Basket Go à Challans. Il s'agissait pour les meilleures équipes de U15 féminines et masculines, après 9 mois de compétition, de s'affronter pendant 2 jours en Vendée. 72 équipes étaient présentes, dont 2 équipes venant de Grèce et d'Italie. Lors de la finale féminine élite, le RVBC s'est imposé face aux Parisiennes de CTC Pôle Basket 49-30. Et chez les hommes, l'Étoile Angers Basket a réussi à l'emporter face aux Grecs de l'Olympiakos 29-37. Enfin, l'autre temps fort du week-end, c'était la route vendéenne. Première édition de cette nouvelle compétition cycliste. 24 équipes ont participé à ces 3 jours de course entre Moutier-les-Maufais, Fontenay-le-Comte, Chantonnay pour un final à Mortagne-sur-Sèvre. C'était hier, dimanche, 3 jours pour une course qui s'est déroulée à plus de 40 km/h de moyenne. C'était du haut niveau donc, avec un vainqueur morbihanais, à savoir Pierre Thierry, 20 ans, professionnel dès la saison prochaine. Il a apprécié la victoire et le parcours.
Ça s'est super bien passé, on avait une super équipe de rouleurs, donc voilà, on a fait 3, 4, 5, 6 du chrono le premier jour individuel. On a repris du temps au général, on était 2, 3 et 4e du général ce dimanche midi avant le départ, donc on était confiants pour jouer le général. Et voilà, on a fait une belle course, c'était usant comme course avec beaucoup de dénivelé et voilà, on fait un 2-3 donc on peut pas espérer mieux. Oui, le dénivelé il ressemble un peu à la Bretagne, on dit souvent que la Vendée c'est tout plat mais voilà, ça nous a prouvé le contraire et ouais, c'était super. Ouais. Et oui, la Vendée, ce n'est pas plat. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les températures des prochaines heures avant de reparler de sport d'ailleurs. Alors, pour les prochaines heures, eh bien, comptez sur 20 degrés dans l'est de la Vendée pour ce lundi avant midi. 19 sur le littoral. Il fera 18 degrés entre les deux, plutôt du côté de la Roche-sur-Yon. Ça, c'est pour le programme météo des prochaines heures. Quant au programme tout court de notre matinale pour les prochaines minutes, eh bien, il est temps de retrouver Alexandre Le Naour maintenant pour notre journal des sports. Et bonjour Alexandre, comment vous allez ? Bonjour Caroline, ça va bien. Vous avez pu sécher ? Mais un tout petit peu, le week-end a été rude, sportif. Alors, ce n'est pas une blague privée, une private joke comme on dit, c'est que simplement vous avez fait partie des membres de TV Vendée qui ont participé au foulée du Gois. Effectivement. On va parler de Aurélien Huard aussi. Avec Aurélien Huard. Eh bien oui, non mais nous on a des journalistes sportifs qui se donnent à fond. On va en parler d'ailleurs dès le début de ce journal des foulées du Gois. C'était ce week-end, c'était une édition anniversaire, 35e, et donc le journal des sports y revient. Et c'est ça, avec des images qui sont toujours très impressionnantes sur ce passage du Gois qui fait la jonction entre Beauvoir-sur-Mer côté continent et Barbâtre à Noirmoutier, une course des As lancée samedi dans la soirée après les nombreuses autres courses qui ont réuni un total de 1878 coureurs tout au long de la journée. Et pour ce défi face à la marée montante sur 4 km, ils étaient 30, 11 femmes et 19 hommes. Le plus rapide cette année est bien connu pour 2 raisons. C'est sa 6e participation et c'est aussi le vainqueur de l'édition 2022, Jonathan Billot, dossard numéro 13 du club VO2 Bessines, s'impose en 16 minutes et 3 secondes. Il devance de 15 secondes le Marocain Mohamed Boutmazguine. Anthony Guillard complète lui le podium. Et côté femmes, là aussi une figure loin d'être inconnue aux suiveurs tout particuliers de cette course. La première à avoir franchi la ligne, c'est l'Ukrainienne Tetiana Vernigor, dossard numéro 1. Déjà lauréate en 2019, elle s'impose en 17 minutes et 8 secondes devant Eva Coutan et Julie Schubert-Daudet. Réaction en tout cas des 2 vainqueurs de la course côté hommes et femmes, propos recueillis par Cédric Manet sur la ligne d'arrivée. Ça s'est joué un petit peu de la même façon que l'an passé. La stratégie, c'était de ne pas partir trop vite. L'année dernière, ça m'a réussi. Cette année, j'ai décidé de faire la même. On sait que sur ce genre de course, quand on commence à être dans le rouge dès le début, c'est compliqué à gérer. Surtout que cette année, on a eu quand même pas mal d'eau. Donc le but, c'était de ne pas monter cardiaquement et de continuer à adopter une foulée assez ample jusqu'à la sortie de l'eau. C'est une course qui fait 4 km. On a l'impression d'avoir fait un semi quand on arrive, mais il y a quand même beaucoup de gestion dans ce genre de course. L'eau était beaucoup plus haute que lors de ma dernière participation. Je me souviens que l'eau n'arrivait qu'au premier kilomètre. Maintenant, l'eau est là dès le départ. À la fin, il y avait beaucoup trop d'eau. C'est pour ça que c'était difficile. Pendant 3 km, le niveau de l'eau était vraiment très élevé. J'ai compris que je pouvais gagner sur les 200 derniers mètres, même avant en fait. Dès que je suis sortie de l'eau, je savais que je pouvais l'emporter. Avec le Gois au soleil couchant, c'est toujours magnifique. Du tennis à présent avec l'Open CNGT, à savoir le circuit national des grands tournois. C'était la finale et c'était sur la côte là aussi, à Saint-Jean-de-Mont. Mais on reste sur la côte et puis il n'y avait pas que Roland-Garros ce week-end, évidemment. Non, il y a la Vendée aussi, évidemment. C'était aussi un week-end de finale, vous l'avez dit Caroline, du côté du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont. Samedi, la 7e édition qui se tenait depuis le 27 mai. 190 joueuses et joueurs au départ et samedi, place au final, donc ouverture avec la finale dames, match entre Laia Petretic, ici à l'image, 19 ans et 55e joueuse française, et Manon Arcangeli, de l'autre côté du filet, 28 ans, numérotée 35, et c'est la Normande Manon Arcangeli, déjà vainqueur l'an passé, qui s'impose en 2-7, 7-5, 6-3. Et puis cette année, le tournoi ouvrait aussi pour la première fois un tableau simple messieurs. Et sur les terrains en terre battue de la Parée Jésus, la finale opposait Lucas
Poulain, 27 ans ici à l'image et 42e joueur français, à Maxime Morat, 26 ans et classé 75e. Et pour sa première sur le tournoi, c'est ce dernier qui s'impose. Le Narbonnais habitué à jouer sur terre l'emporte là aussi en 2 manches face à la tête de série numéro 1, 7-5, 6-1. Je vous propose justement de l'entendre, Maxime Morat, après sa victoire. Réaction suivie de la gagnante chez les dames, Manon Arcangeli, tous les deux au micro de Daniel Lelanne. J'avais juste eu une confrontation contre lui que j'avais gagnée. Voilà, il a un jeu très solide, il a énormément de contrôle, mais il n'a pas un jeu qui me dérange particulièrement, même si c'est très difficile à le jouer. Je m'en suis bien sorti, cela dit, voilà, j'ai gagné en 2 sets, mais le match était très disputé, surtout le premier set. Très satisfait de mon tournoi et de finir sur une finale comme ça, qui plus est contre des joueurs que j'apprécie en dehors du terrain, donc c'est très agréable. Une belle victoire, c'était un match difficile et je suis très contente de mon tournoi parce que j'ai eu des bonnes joueuses en face de moi. De toute façon, on en parlait avec les filles, il y a que des bonnes joueuses. C'était très difficile et je suis très, très contente de m'en sortir aujourd'hui. L'organisation est top et le cadre aussi est joli, c'est rare les tournois comme ça dans les bois. Après je pense aussi que les résultats de l'an dernier, le fait d'avoir gagné, ça joue aussi là-dessus. Mais en tout cas, moi j'adore ce tournoi. On passe au cyclisme à présent avec la Route vendéenne. C'était la première édition, on en parlait dans le journal. Vendredi, samedi, dimanche et un plateau assez relevé, j'ai cru comprendre. Exactement, très relevé pour cette toute nouvelle course en Vendée. Une épreuve par étape de niveau élite nationale qui s'intègre dans le calendrier de la saison une dizaine de jours avant les futurs championnats de France de cyclisme. Et la Route vendéenne écrivait le premier chapitre de son histoire vendredi avec un contre-la-montre individuel. C'était à Moutier-les-Mauffais. Samedi, place une course en ligne entre Moutier et Fontenay-le-Comte. Et puis hier, dimanche matin, d'abord, vous le voyez ici, Chantonnay et ses alentours accueillaient un contre-la-montre par équipe de 20 km. Et sur cette épreuve, c'est une victoire de l'équipe Morbihan-Fibolia-GOA devant Mayenne, VNB, Montana et le Vendée U, Pays de la Loire. Et puis enfin, dimanche après-midi, ultime étape, le départ ici avec une course en ligne de 103 km 400 entre Chantonnay et Mortagneux-sur-Sèvre. Et c'est Ilan Larmet du Dinan Sport Cycling qui s'impose au sprint. Quant au classement général, eh bien, à l'issue de ces 3 jours, c'est un triplé breton, triplé morbihanais. Même l'équipe Morbihan-Fibolia-GOA place 3 coureurs sur le podium. Pierre Thierry, sur la plus haute marche, devance ses coéquipiers Baptiste Gillet et Johan Payot. On écoute le vainqueur, qui sera d'ailleurs futur professionnel la saison prochaine du côté d'Arkea Samsic, Pierre Thierry, au micro de Cédric Manet. Ça s'est super bien passé, on avait une super équipe de rouleurs, donc voilà, on a fait 3, 4, 5, 6 du chrono le premier jour individuel. Et ce dimanche, là, chrono par équipe ce matin, on avait la meilleure équipe pour rouler vite et ouais, on a fait un super chrono, on gagne. Donc voilà, on a repris du temps au général, on était 2, 3 et 4e du général ce dimanche midi avant le départ, donc on était confiants pour jouer le général. Et on a fait une belle course, c'était usant comme course avec beaucoup de dénivelé et voilà, on fait un 2-3, donc on peut pas espérer mieux. Et quand c'est un Breton qui annonce une victoire de Breton, je suppose que ça fait plaisir pour commencer la semaine. Un tout petit peu chauvin, eh oui, allez. On va parler de basket maintenant avec le tournoi La Micaline. C'était à Challans ce week-end avec les finales, parce qu'il n'y a pas eu une seule épreuve dans le tournoi La Micaline, ça prend toute l'année. Et bien exactement, une 24e édition. Il y a eu plus d'une centaine de tournois organisés tout au long de l'année en France pour se qualifier pour ces finales de ce qu'on pourrait appeler la Coupe de France des meilleurs basketteurs et basketteuses de 13 à 15 ans. Et les finales, c'était du côté de la salle Michel Vrignot. Hier après-midi, nous suivions notamment les finales de niveau France Élite, après le niveau départemental et régional. Et à 15h, place aux féminines. La Roche Vendée Basket était opposée aux parisiennes du CTC Pôle Basket 77-91. Et ce sont les Vendéennes qui s'imposent sur ce shoot au buzzer à 3 points, 49 à 30. Bon, il y avait une belle marge, mais un beau panier pour terminer tout de même. Et puis ensuite, c'était au tour des garçons. On va le voir après le trophée soulevé par les Vendéennes. Les Ligériens, cette fois de l'Étoile Angers Basket, se frottaient aux Grecs de l'Olympiakos. Et ce sont les Angevins qui l'emportent sur le score de 37 à 29. L'occasion vient de soulever le trophée apporté par Andrew Albici, international français et parrain du tournoi. Daniel Lelanne est allé à sa rencontre. L'occasion pour le meneur de l'équipe de France, vous allez l'entendre, de se rappeler à quelques bons souvenirs. À mon époque, j'ai joué à ce tournoi à la Micaline et ça a perduré jusqu'à maintenant et on m'a proposé d'être parrain et avec grand plaisir j'ai accepté, tout redonner un peu ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Une superbe organisation qui met en valeur un peu le côté amusement et compétition. Avant, je sais qu'il y avait des recruteurs qui venaient voir aussi des jeunes, parce que c'est la catégorie pour passer après un centre de formation. Et en tout cas, s'il y en a, je pense qu'ils peuvent trouver des petites pépites des fois.
Merci Alexandre pour ce journal des sports. Le retour du sport justement sur TV Vendée, c'est dans 85 chronos ce soir. Exactement, toutes les autres images, les classements, 18h45 avec Aurélien Huard et 19h05 les invités promus en National 2 de La Roche-Vendée Football seront en plateau. Un petit peu de foot, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui dans les disciplines. Eh bien vous aurez rendez-vous ce soir donc avec l'actualité foot. Merci Alexandre. Nous concernant, on va passer maintenant au jeu de la matinale. Et nous allons justement terminer avec cette nouvelle question, puisque nous sommes lundi, une question de patrimoine et d'histoire. Qui a fondé l'abbaye des Fontenelles à La Roche-sur-Yon? Vous avez une semaine pour essayer de trouver cette bonne réponse. Nous parlons d'un couple aux racines vendéennes. Ça, c'est l'indice du jour. Donc pour ces fondateurs de l'abbaye des Fontenelles à La Roche, pourquoi en parlons-nous? Eh bien parce qu'elle est à vendre depuis quelque temps, cette abbaye, et elle cherche repreneur pour éviter de continuer à tomber en ruine. À la clé du chocolat avec Gelenzer qui nous accompagne jusqu'à vendredi. Une boîte de chocolat offerte donc au gagnant qui sera tiré au sort vendredi après-midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous pour entamer cette nouvelle semaine. On se retrouve maintenant demain à partir de 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.